Bonsoir et bienvenue dans Mode Santé. Ce soir, nous allons nous intéresser aux addictions de drogue, de tabac et d'alcool. On va voir tous les détails, on va voir ce qu'est vraiment une addiction. On va commencer tout de suite avec drogue et dépendance, illicite ou stupéfiant, ou notamment licite. Donc je vous rappelle, licite c'est alcool, tabac et médicaments. Les drogues agissent de manière semblable sur le cerveau. Elles conduisent à une dépendance physique ou psychique plus ou moins importante selon le mode et la fréquence de consommation. Elle peut être notamment prise par un excès trop important. Elles sont cependant toujours lourdes de conséquences sur la santé humaine. Mais tout de suite donc, on va parler de l'action psychoactive. Alors, leur consommation procure détente, stimulation, excitation, plaisir immédiat, comme par exemple l'action de boire un verre d'alcool pour vaincre la timidité et pour se sentir mieux dans sa peau, fumer pour donner une contenance, calmer ses nerfs, ou encore consommer de l'ecstasy pour accéder à des sensations extrêmes. Voici les 3 comportements définis par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Il y a l'usage qui désigne une consommation de drogue, d'alcool ou de tabac ou encore de médicaments sans dommage pour la santé. Et il y a aussi l'usage nocif. L'usage nocif, c'est une substance qui fait courir des dangers, entraîne des dommages psychiques, mais aussi des incapacités à remplir des obligations sociales, notamment au travail, à l'école ou en famille, ou encore en impliquant d'autres personnes, notamment la grossesse ou encore conduite en état d'ivresse. Et enfin, il y a la dépendance. La dépendance désigne un comportement psychopathologique. Il peut s'agir du désir compulsif d'un produit, la difficulté de contrôler la consommation, le besoin pressant d'augmenter des doses pour obtenir le même effet, la place fondamentale prise par ce produit dans la vie de la personne peut courir. Et à présent, on va parler de sa législation. Qu'il s'agisse d'alcool, de tabac, de cannabis ou d'héroïne, toutes les drogues ont un cadre légal ou illégal. Le cannabis, la cocaïne, l'ecstasy, l'héroïne sont des substances illicites. Le code pénal en interdit et en réprime la production, de la détention ou encore de la vente. Conformément aux conventions internationales, leurs usages est également interdit et sanctionné. Les médicaments psychoactifs sont des produits légaux, notamment hypnotiques ou antidépresseurs pour la dépression nerveuse. Ils sont prescrits par un médecin pour traiter des états d'anxiété, de troubles du sommeil, de dépression, etc. Leur production et leurs usages sont strictement contrôlés par les médecins. Cependant, leur détournement et l'automédication sont fréquents. Différentes drogues. En premier, le cannabis. Je vous rappelle que c'est le premier des produits illicites consommés. Outre une dépendance psychique, il peut provoquer des effets secondaires tels que les nausées, les crises cardiaques, notamment les irritabilités, troubles de la mémoire, voire crises schizophréniques et paranoïaques. Sa composition est très variable selon la provenance et la préparation du produit. Cette plante se présente sous 3 formes différentes, je ne vous en rappellerai pas. L'herbe ou marijuana est composée de feuilles séchées, elle se fume généralement avec du tabac. Le hashish quant à lui, ou shit, est une résine verte, jaune ou brune obtenue à partir des fleurs de cannabis. Il est souvent coupé avec des substances plus ou moins toxiques comme le cirage ou la paraffine. L'huile est la plus concentrée en principe actif et de consommer avec une pipe. Et enfin, la cocaïne, sous forme d'une fine poudre blanche, elle est extraite
eh bien, de feuilles de cocaïer. La coque est sniffée ou injectée par voie intraveineuse. Elle est parfois coupée par des trafiquants avec d'autres substances aggravant sa dangerosité. Son usage entraîne une euphorie immédiate, une levée des inhibitions, un état dépressif et une anxiété ou encore une dépendance psychique importante dont il est très difficile à sortir car le besoin d'en reprendre est omniprésent. L'ecstasy à présent, eh bien, nouvelle substance apparue avec l'évolution de la chimie. L'ecstasy est à l'origine d'une molécule particulière, la MDMA. La composition de ce comprimé de couleurs et de formes différentes et incertaines, elle est de plus en plus souvent mélangée à d'autres substances, amphétamines, analgésiques, hallucinogènes ou encore anabolisants. On peut avoir notamment un sursaut d'énergie important, une augmentation de la tension artérielle, des contractions de la mâchoire ou encore une déshydratation de l'organisme. Donc absence d'hydratation. L'héroïne, quant à elle, eh bien, est obtenue à partir de la morphine. L'héroïne est un opiacé dérivé par l'opium puissant, présenté sous forme de poudre. Elle s'injecte en intraveineuse après dilution et chauffage. Elle se sniffe et se fume aussi. Elle agit telle ou anxiolytique puissant et comme un antidépresseur et entraîne une sensation d'euphorie immédiate, une marginalisation, une insomnie ou anorexie, une dépendance très rapide, une insuffisance respiratoire ou encore une dépendance. Parlons à présent d'une forme de toxicomanie. Le tabagisme crée une dépendance aussi forte que celle des drogues dures. Les difficultés du sevrage et le taux important de rechute montre toute la complexité de cette addiction et se mêle à des facteurs physiques, psychologiques et le comportement. La recherche sur la dépendance au tabac est essentielle pour mettre au point des méthodes et des médicaments de sevrage tabagique. Qu'est-ce que la dépendance? Il existe plusieurs définitions de la dépendance qui s'appliquent à la fois au tabac, à l'alcool, aux drogues et à certains médicaments. Il s'associe à plusieurs critères: un besoin compulsif et impérieux de fumer, indépendant de la raison. La connaissance des effets du tabac sur la santé a donc pour impact un sujet tabou ou un sujet notamment addictif aussi. Il va même atteint d'une maladie causée et aggravée par la cigarette continue de fumer. La tolérance à la nicotine. Les premières cigarettes provoquent des troubles, nausées, étourdissements ou même toux qui apparaissent avec l'accoutumance, tout comme les effets attendus du tabac, relaxation, effet dopant, etc. Ce qui entraîne une consommation accrue pour retrouver ces sensations. On parle à présent du syndrome de sevrage. Ce sont tous les troubles qui apparaissent chez le sujet addictif à l'arrêt du tabac. Il est constaté sur une échelle de 24 heures quand, après une nuit de sommeil, le taux de nicotine dans le sang, nicotinémie, s'est abaissé et provoque un gène lié à l'abstinence. L'une des questions à l'échelle du tableau porte ainsi sur le délai qui sépare le réveil de la première cigarette. Plus il est court dès le réveil, plus la dépendance est forte. On va à présent parler du facteur de risque. Le risque de dépendance au tabac dépend à la fois de facteurs innés et environnementaux, la prédisposition génétique, l'âge des premières cigarettes et enfin l'environnement. À présent, je vous propose une explication d'un docteur consacré à l'addiction du tabac, de la drogue et de l'alcool. Regardez. Je suis le docteur William Levenstein, directeur général de la clinique Montevideo, qui est aussi l'Institut Baron Maurice de Rothschild pour la recherche et le traitement des addictions. Je suis également membre du bureau du Conseil national du sida et membre de la Commission nationale addiction
Donc je suis un médecin spécialiste des addictions. Ce sont des salles qui accepteraient, dans certaines conditions, des personnes en grande difficulté qui ont besoin d'un endroit pour consommer leurs substances avec plus de sécurité. On pourrait dire que ce sont des lieux de sécurité sanitaire. En d'autres termes, plutôt que des personnes très dépendantes, très précarisées, aient à s'injecter dans de mauvaises conditions dans la rue, dans les squats, dans de mauvaises conditions pour tout le monde, dans la rue, dans les squats, dans des cages d'escalier, des substances, ils pourraient le faire dans un endroit encadré, c'est-à-dire avec quelqu'un qui puisse un peu surveiller et aider. J'ai envie de dire simplement comment créer des endroits où on sort la personne de la stigmatisation et de la peur pour pouvoir essayer de le remettre sur un chemin qui soit un chemin moins destructeur. C'est typiquement une stratégie de réduction des risques. Et on n'est pas tout de suite dans l'idéal d'abstinence, on est de comment réduire les dégâts à la fois pour l'individu et pour la collectivité. Un des bénéfices, parce qu'il y a des bénéfices psychologiques et sociaux, mais un des bénéfices des salles de consommation médicalement assistée est évidemment un bénéfice sanitaire, soit de dépistage, par exemple de proposition de tests rapides du virus du sida ou du virus des hépatites, soit de mesures biologiques qui permettent de dire où en est quelqu'un, par exemple de l'évolution de son hépatite C. Encore une fois, c'est comment ne pas laisser quelqu'un abandonné dans la rue avec pour seul interlocuteur la force répressive, parce que ça ne va pas aider beaucoup de gens sur le plan sanitaire dans notre pays. Plus on est répressif, plus on stigmatise, moins on peut faire de mesures de réduction des risques. Donc, comme l'a souligné très bien la dernière expertise collective INSERM sur le sujet, les salles de consommation qui s'adressent à sous-population, comme on dit, c'est-à-dire une toute petite part de la population des injecteurs, les plus fragiles, les plus vulnérables dans les grandes villes, permettraient d'entamer le parcours de sécurité sanitaire, permettrait de faire ce qu'on ne va pas pouvoir faire si c'est dans des sanisettes ou dans une cage d'escalier. Donc encore une fois, c'est un lieu de départ pour une modification d'orientation chez des personnes très précaires et très dépendantes. Est-ce que fumer fait vraiment maigrir? En moyenne, les fumeurs pèsent entre 3 à 5 kg de moins que les autres, tandis que ceux qui arrêtent de fumer prennent 2 à 10 kg. Pas une cause à l'arrêt du tabac, mais par la substitution, évidemment, de celui par la nourriture, notamment sucrée. Le tabac, je vous rappelle, traverse les barrières placentaires et a des effets négatifs connus sur le fœtus. Donc on ignore cependant si les enfants dont la mère fumait durant la grossesse sont plus exposés à la dépendance tabagique que les autres. La cigarette légère, qui renferme moins le goudron et de nicotine, n'ont pas vraiment d'intérêt car le fumeur change de façon de fumer car il tire plus. Il augmente le nombre de cigarettes quotidiens pour atteindre et maintenir le taux de nicotine dans son organisme. Ce processus est appelé autotitration. Le taux de rechute est très important, environ 80% après 6 mois. Donc, les rechutes sont généralement déclenchées par le stress, les émotions et sont facilitées par la présence de cigarettes à proximité. Fumeurs dans l'entourage, à chaque rechute, la dépendance s'installe plus vite. Le verbe anglais to crave signifie avoir une forte envie de.
dans le contexte du tabagisme, le craving est dans une envie compulsive à 50%. Les anciens fumeurs sont concernés après 6 mois d'arrêt. C'est ce que je vous disais. Et les jeunes entre 15 et 25 ans commencent à fumer, donc dès 15 ans, entre 15 et 25 ans, fumer, boire et se doper. Voilà donc ce que nous pouvions retenir de mode santé consacré aux addictions du tabac, de la drogue ou de l'alcool. A très vite pour un nouveau numéro.